Merci d'être avec nous dans Essentiel. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir David Fuenquinos pour Tout le monde aime Clara aux éditions Gallimard. David, bonjour. Bonjour. Est-ce que vraiment tout le monde aime Clara? Oui, tout le monde aime Clara. Oh. Tout le monde aime David Fuenquinos en tout cas. J'ai loupé gentil, le début. ça. Oui, non, mais voilà, c'était un peu ça que je voulais dire au début. Tout le monde aime David Fuenquinos, tout le monde aime les livres de David Fuenquinos. Et celui-ci, eh bien, il a un petit goût particulier, il a un petit goût différent dont on va parler, là, ce petit goût de surnaturel et de voyance avec les thèmes de prédilection de David Fuenquinos. Mais néanmoins, tout le monde aime Clara. Qui est cette Clara et comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie d'écrivain? En tout cas, c'est gentil. C'est vrai que c'est un titre qui intrigue. On se demande pourquoi tout le monde l'aime. Mais oui. C'est une jeune fille qui est victime d'un grave accident et qui, après quelques mois comme ça dans le coma à l'hôpital, va se réveiller ou va revenir à la vie d'une manière un peu particulière, un peu différente, un peu étrange, puisqu'elle va avoir des sortes de visions et elle va avoir des intuitions à propos des autres personnes autour d'elle, et puis elle va devenir en quelque sorte voyante. Donc c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps, et c'est fait avec ce livre. Et c'est fait, et c'est drôlement bien fait. Est-ce que ça veut dire, David Fuenquinos, que sans avoir évidemment subi ce que doit subir Clara dans la première partie du livre, vous auriez aimé avoir ce don comme ça de voyance, de prédiction? Alors pas vraiment, d'ailleurs j'ai jamais consulté de voyant, j'adore l'ésotérisme, j'adore la numérologie, l'astrologie, mais je suis plutôt en quête de mon passé souvent, de savoir qui j'aurais pu être ou d'où viennent mes racines, des choses comme ça, plus que l'avenir. Mais pour moi, il y a clairement un lien que j'établis dans le livre entre l'écriture et la voyance. Alors si j'ai pas eu des dons de voyance, c'est vrai que après une hospitalisation au même âge que Clara, à l'âge de 16-17 ans, c'est vrai que j'ai commencé à avoir de l'imagination. Mhm. Donc, d'une Que certaine vous n'aviez manière, pas avant. j'avais pas du tout. J'avais pas de livre chez moi, je lisais peu. Et c'est vrai que il y a même certains livres, enfin, par exemple La Délicatesse, qui est un livre qui a un peu changé ma vie. C'était mon 8e roman. Je me suis toujours demandé d'où ça venait, pourquoi j'avais des idées, pourquoi j'avais de l'imagination. Tout était dans ma tête. Les personnages, les dialogues, les situations. Ça veut pas dire que le livre est bien, hein, c'est pas un jugement de qualité. Alors, écoutez, Non, mais on peut dire, un, qu'il est bien, deux, j'avais les chiffres de La Délicatesse, 100 000 exemplaires d'abord et 1 million en folio. Donc oui, je pense qu'il y a 1 million de personnes qui ont trouvé que le livre non, était bien. oui, mais C'est en pas tout mal. cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi un processus assez similaire. Et c'est pour ça Mhm. que ça m'intéressait, ça me passionnait. Et d'ailleurs, pour la première fois, pour un de mes livres, j'ai enquêté un peu, j'ai rencontré des voyants J'allais vous demander, ouais. pour qu'elles me racontent la naissance du don, comment ça arrive dans une vie. C'est pas un livre qui parle que de ça, hein, mais c'est vrai que sur ce personnage, ça parle un petit peu de ça. Et j'avais envie de m'approcher de la vérité, de comprendre au mieux en fait ce que ces gens-là pouvaient vivre et ressentir. C'est un livre qui ne parle pas que de ça, mais parce qu'il y a aussi tous les thèmes funkinosiens. Ouais, Ouais, ça c'est trop marche. sympa, Ouais, ça ça. marche. Euh, il y a l'amour, il y a le couple, il y a la vie, il y a la mort, il y a la parentalité, il y a l'amour absolu qu'ont ces deux parents pour cette jeune fille. Et puis, il y a l'écriture, bien évidemment. Je fais un peu le parallèle avec le livre de votre amie, de mon amie Karine Thuil, que vous avez lu, j'imagine. J'ai lu immédiatement, j'ai encore adoré, elle m'a encore, Eh ben, on a elle m'a encore adoré. époustouflé, quoi. Et ces réflexions sur le métier d'écrivain, sur cette mise en abîme, Karine les a dans son livre à travers différents personnages. Et vous aussi, David Fuenquinos, à travers des personnages qui vont même aller à un atelier d'écriture. Alors Alexis, c'est notre personnage principal. Quand le livre démarre, j'adorais la première phrase, il a probablement 50 ans. C'est probablement un homme de 50 ans. On peut être probablement sur plein de choses, mais comment est-ce qu'on peut être probable? Comment est-ce qu'on peut avoir un âge probable? Alors, pour moi, l'âge, c'est aussi une question de ressenti, quoi. C'est l'âge qu'on se donne, c'est l'âge qu'on ressent, c'est ce qu'on vit au moment où on est en train de le vivre. Et donc, lui-même, ouais, il est probablement un homme de 50 ans, c'est-à-dire que parfois, peut-être qu'il doit se sentir plus jeune, parfois plus vieux, comme Ouais. nous tous. Oui. Et donc, moi, j'aime bien dans la littérature pouvoir adosser des adjectifs ou des adverbes sur des situations qui sont un petit peu différentes. Par exemple, j'ai souvent utilisé la géographie comme adjectif. Je pourrais parler, par exemple, d'une ambiance chilienne ou un caractère suédois. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Chacun Non, met mais ce ça qu'il fait veut, joli. quoi. C'est joli. Enfin, si le caractère suédois, ça peut être le mythe Ikea, mais non, on voit bien. Parce que c'est ce que vous mettez dans la Suède, mais d'autres voient de la Exactement. Suède un pays, voilà. On peut voir le prix Nobel, plein d'autres choses.
Alors, Alexis veut se mettre à écrire également. Il va à un atelier d'écriture. Alors, vous me direz jusqu'où on peut révéler certains aspects du livre. Mais cet atelier d'écriture qui est tenu par quelqu'un qui a eu un succès avec un livre et qui, grosso modo, n'a pas... Enfin, c'est pas grosso modo, d'ailleurs, n'a pas réécrit depuis, ou en tout cas, n'a pas, comme on va le voir au fur et à mesure, n'a pas osé redonner un autre manuscrit. Cette réflexion sur l'écriture et sur ceux qui écrivent, à la fois les écrivains et ceux qui s'inscrivent à ces ateliers d'écriture. En tout cas, c'est vrai que c'est le deuxième pôle important du livre. Il y a cette partie ésotérique avec la voyance, et puis l'autre, c'est l'écriture, c'est l'idée d'aller chercher sa sensibilité, d'aller l'exprimer, et ça me passionnait un peu de les ateliers d'écriture aussi pour ça. Parfois, on fait des ateliers, pas forcément pour devenir écrivain, mais simplement pour partager ses textes ou pour exprimer sa sensibilité, et puis être accompagné. Donc lui, c'est vrai que c'est l'autre grand personnage du livre, cet écrivain un peu mystérieux qui a écrit un roman en 1982, La peur des secondes, un livre qu'on trouve plus, qui est épuisé, Épuisé. un peu comme lui. Un peu comme lui. Voilà, Voilà. exactement. Et il a plein de théories un peu farfelues sur la littérature. Et ça me permet, moi, oui, de réfléchir au chemin de la création avec son improbabilité, ses moments difficiles, ses moments d'arrêt, ses moments d'errance. Mhm. Et quelque chose va renaître en lui. Alors, il faut savoir que son destin est aussi associé à une grande histoire d'amour qui est assez douloureuse. Alors ça, vous le découvrirez en lisant Tout le monde aime Clara de David Funkinos. Alors au début du livre, effectivement, cet écrivain qui anime l'atelier d'écriture s'appelle Rupret. Est-ce qu'on sait pourquoi Rupret n'écrit plus? Pas vraiment, c'est un mystère. Tu lui as déjà demandé? Oui, il m'a répondu par une citation d'Aristote, laquelle contempler est l'acte le plus noble de l'homme. C'est pas pour rien, j'imagine, que vous avez choisi celle-là. Pourtant, un écrivain, est-ce qu'il contemple beaucoup avant d'écrire? Oui, clairement. Il passe, en fait, c'est un aller-retour entre la contemplation, l'intériorité, l'intimité, puis après la transformation. Ce qui m'intéressait, moi, je trouve que c'est toujours un peu, on donne toujours comme ça une forme d'aura à ces figures de l'ombre, à ces gens un peu dans l'échec. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Tout le monde veut savoir pourquoi il n'a pas écrit depuis 40 ans. Et puis, mon personnage, Alexis, qui est le père de Clara, aime bien l'idée d'apprendre à écrire avec quelqu'un qui n'écrit Qui plus, n'écrit quoi. plus, Il ouais. y a quelque chose d'assez excitant à cette idée. Et puis, il y a tout ce mystère il dit, enfin, on comprend plus ou moins que peut-être la clé de son abandon littéraire ou de son renoncement se trouverait peut-être dans son premier livre. Donc, tout le monde veut chercher à lire ce livre qu'on ne trouve pas. Mais en tout cas, oui, la contemplation, moi, je sais que j'ai des phases comme ça où j'ai besoin d'avoir toujours des projets, des films, des pièces de théâtre, des romans, et que quand je suis en recherche, je regarde, je me nourris, je cherche, je vampirise Bah, un peu c'est ce que je partout. disais avec Karine hier. Voilà, vous êtes des vampires, les écrivains. On sait que vous regardez, vous êtes des vampires et des éponges. Après, moi, je suis pas un vampire du réel. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec moi, on va pas se retrouver dans un de mes romans. Je suis pas vraiment un chantre de l'autofiction. Même si, en lisant mes livres, je pense qu'il y a une part personnelle, forcément. Là encore, Clara qui est hospitalisée à l'âge où j'étais hospitalisé, puis Oui. qui se réveille comme ça avec le don de voyance, tout comme moi j'ai commencé à écrire, il y a forcément des similitudes. Mais après, non, je suis pas. Je considère la littérature comme un terrain de l'ailleurs pour moi. C'est une façon de m'échapper de moi-même. Mais vous, quand vous avez été hospitalisé, David Funkinos, vous étiez également dans le coma? Non, mais j'ai eu une expérience de mort. Ouais. Donc, j'ai eu un arrêt du cœur, donc ça a duré quelques secondes, donc pas 8 mois. Et puis, j'ai passé quand même un peu plus de 2 semaines en soins intensifs, donc sans visite, dans une chambre. Ma mère m'a dit après que les gens mouraient un peu autour de moi, comme ça, dans ce rivage entre la vie et la mort. Ça, c'est Mm. certain. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait totalement ma personnalité euh, après. Après, Mm. ouais. Est-ce que vos parents, après, justement, étaient comme les parents de Clara, en totale, ou même avant déjà, ils devaient être en totale admiration devant vous. Mais là, à un moment donné, vous dites que Clara, c'était l'unique citoyenne d'un monde, je vais retrouver la citation exacte, voilà, c'était l'unique citoyenne d'un royaume qui lui était consacré. Ses parents tentèrent d'avoir un autre enfant, mais le propre d'un miracle est de ne se produire qu'une fois. Ainsi, tout tournait autour de cet enfant chéri, sorte de divinité du bac à sable. Oui, c'est vrai que ça, c'est leur. Ça, c'est. Je reviens un peu au moment de l'accident sur l'enfance de Clara. Et c'est vrai que ses parents Oui. ont eu du mal à avoir un enfant. Alors, chose aussi étrange, c'est qu'ils se sont rencontrés le jour de l'accident de Lady Di. Et oui, Et on va y c'est vrai revenir. que plus tard, elle va avoir un accident de voiture. Donc, il y a comme ça des signes un peu néfastes parfois.
des signes beaux et positifs souvent, mais parfois aussi c'est le contraire. Et donc, je parle de son enfance où quand effectivement des parents ont du mal à avoir un enfant, ont finalement un enfant, et c'est vrai qu'en attendant, elle devient une sorte Et de alors, c'est pour divinité quand? du Et le bac à sable, deuxième? quoi. Ouais. Alors ils n'ont pas de deuxième enfant, mais en tout cas, il y a aussi parfois chez les enfants uniques ce désir comme ça de vivre doublement ou d'occuper l'espace d'une manière un peu forte parce qu'ils sentent que voilà, ils doivent être plusieurs C'est enfants en votre même plus... temps. ouais. Vous étiez enfant unique? Non, j'ai un Non. frère Ah, vous avez un avec frère. qui j'ai beaucoup travaillé puisqu'on a fait les films ensemble, quoi. Ah, mais oui, Ouais, pardon, j'avais ouais. loupé le frère, je l'avais mis à part, le pauvre. Dans Tout le monde aime Clara, David Funkinos, Alexis, lui, est banquier, banquier privé, et les coïncidences, on va dire, ou le destin, on appelle ça comme on veut, vont faire que le jour où Clara va avoir cet accident, il devait être avec elle à un concert, et puis il va se retrouver forcé, entre guillemets, d'aller à un dîner avec une de ses clientes, et c'est le genre, effectivement, d'événement extrêmement traumatisant et qui, pendant toute une vie, nous fait dire « et si, et si, et si ». Mmh. Bah, vous avez raison, c'est vrai que quand on est écrivain, on est assez soumis comme ça à la folie du hasard. Peut-être que le hasard, c'est d'ailleurs la forme romanesque, hein, de la vie. Et donc, en permanence, moi, j'écris des situations que je décortique. J'analyse les secondes, la temporalité, qu'est-ce qui serait passé si les choses avaient été différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous dans notre vie, Mm. y compris quand on vit des choses parfois joyeuses. On aime bien les remémorer en se disant, tiens, peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais pas agi ou agi de telle manière. Tout est lié. Et finalement, c'est peut-être le sujet principal du livre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, hein. Le livre a très bien démarré. J'ai vu beaucoup de commentaires qui racontent comme ça que il y a beaucoup, on peut se sentir pas perdu, mais en tout cas, on se demande où les choses vont Oui. dans ce livre-là, et que tout a une signification et tout a un sens dans la dernière partie. Et c'est ce Oui. que je voulais un peu faire à travers ce livre. Et analyser comme ça des situations en essayant de les décortiquer, c'est une façon de se dire que peut-être que si ça s'est passé comme ça à ce moment-là, c'est que ça a une raison d'être. Mais j'avais lu dans un article une fois le nombre de décisions qu'un être humain prend. J'ai plus le oui. chiffre dans la journée, mais en fait, il y en a des milliers. Et certaines décisions qui sont des micro-décisions qui vont pas changer grand-chose à nos vies, et d'autres qui peuvent apparaître sur le moment comme des micro-décisions, mais qui peuvent changer toute une vie. Et c'est ce qui va arriver finalement à plusieurs de vos personnages. Bien sûr. Mais bon, moi, j'ai pas décidé de venir chez vous, c'est toujours un plaisir. Il est fort. Parfois, c'est de l'impulsion, c'est de l'évidence. On n'est pas Il est toujours en très train de fort. réfléchir au pour et contre. Ben, bien Il y a sûr. des actes qui sont limpides. Évident. Disons que hésiter, c'est commencer un peu à se tromper, je trouve, souvent. Quand on commence un peu à... Ce qu'on aime, c'est plutôt le fait de ne pas décider, en fait, que les choses soient évidentes. Et donc, quand vous écrivez, vous n'hésitez jamais, David Funkinos? Est-ce que le plan est Est-ce prêt que c'est à une vraie l'avance? question, vous qui êtes si forte, qui a interviewé autant d'écrivains? Non, Je pense c'est que pas une vraie j'ai question. jamais connu un écrivain. Alors, je vais vous dire, Sandrine. Vous Alors, savez, moi, des fois, attendez, écoutez, des fois, moi, il y a des vraies Sandrine, questions, et des fois, il y a des questions pour Hmm. relancer, ou pour les auditeurs qui, peut-être, vous connaîtraient moins bien. Non, mais je sais, mais je vous taquinais là, J'espère bien. avec amitié. Parce que l'écriture, enfin, imaginez un seul instant que je vous dis, mais non, moi, je ne doute jamais, Je vous jure, j'en ai eu nage. une fois. Je donnerai Ah pas le bon? nom. Ah, c'est Ouais, pour en ça. antenne. Non, En mais antenne, je peux balancer le nom. en fait, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, si elle a posé cette question, c'est que comme vous connaissez si bien les écrivains et leur façon de travailler, non, moi, je doute tout le temps. D'ailleurs, l'écriture, pour moi, c'est un aller-retour entre... Mais je pense que pas que l'écriture, tout ce qu'on fait dans la vie, j'imagine que ça vous arrive aussi à vous. Certains jours, vous vous dites, tiens, voilà, je me sentais à l'aise, je me suis senti brillant intellectuellement, je pense que j'ai agi d'une manière juste. Et puis le lendemain, on se dit, mais non, finalement, tout ce que j'ai fait était nul. C'était nul. On fait des allers-retours entre une forme d'ego, en tout cas de satisfaction, et puis la fragilité. Ouais. Sinon, on n'a pas de sensibilité, ou on n'a pas la sensibilité artistique. Là, je suis en train d'écrire mon prochain roman. Je dois combattre contre moi-même. En fait, tout le monde a envie d'être génial. Tout le monde Ouais. a envie d'écrire des choses extraordinaires. Je passe ma vie à me dire, je fais au mieux. J'ai envie de combattre avec moi-même. Là, je trouve que Tiens, ce il que sert plus fort que je moi-même. suis en train, d'écrire, je trouve ça assez pathétique pour l'instant. Donnez-le-moi à lire, je vous Non, dis. mais voilà. Mais, donc, J'essaye de pouvoir lire un c'est pour nouveau ça que je vous Funkinos taquinais, avant. parce que c'est évident que je doute en permanence.
Nos personnages. Alors, il y a Alexis, qui est le père de Clara. Il y a Clara, dont on a un peu parlé, on va y revenir. Et il y a la mère de Clara, qui, elle, s'est un peu éloignée. On peut le lire, c'est dans les premières pages du livre, David, qui s'est un peu éloignée du schéma familial parce qu'elle est tombée amoureuse, en tout cas, elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est elle qui va casser ce schéma familial, qui va pourtant se recréer différemment, mais de manière assez instinctive et fusionnelle, finalement, quand Clara va avoir cet accident. Oui, alors ça, je trouvais que c'était une situation très romanesque qui m'intéressait beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, c'est vrai, dans ce livre. Et notamment celle-là, vous avez raison, les parents de Clara, la mère, après plusieurs années, avec le sentiment, une forme de routine ou de lassitude, va avoir un amant sur un tournage de cinéma et ça va faire un peu exploser le couple. D'ailleurs, je pense qu'elle se dit vraiment, j'ai été stupide Oui. d'être attirée par cette espèce d'abruti de Ouais, franchement. voilà, Bon, mais ça, c'est après. et Avant, alors elle ne pouvait après, pas savoir. les années passent, donc ils sont séparés. Effectivement, Clara a cet accident et pendant des mois est à l'hôpital et ses parents forcément sont au chevet de leur fille et vont d'une certaine manière, alors qu'ils vivent un drame absolu, une douleur, vont se souder l'un à l'autre pour surmonter cette épreuve et vont renouer d'une certaine manière une forme de sentimentalité. Et je trouvais que ça, c'était pour le coup une scène ou une situation très romanesque et peut-être même cinématographique, c'est-à-dire des parents qui se retrouvent comme ça au chevet de leur enfant. Parce que même s'il y a eu beaucoup de douleur, de comment dire, le couple s'est abîmé comme ça dans la Oui. séparation. Il y a quelque chose quand on retrouve une personne des années après, on se dit que si on a été amoureux de cette personne, c'est qu'on a une forme d'intimité, une forme d'évidence. Et en fait, ils se sentent à l'aise avec l'idée de se retrouver. Et puis surtout, voilà, il y a Clara et il se retrouve de manière tout à fait naturelle. Mais ça, vous le saurez en lisant Tout le monde aime Clara. Il y a des personnages un peu secondaires qui ne sont pas dans beaucoup de pages, mais qui sont ô combien importantes. Et j'imagine qu'elles l'ont été aussi dans votre vie pendant ces quelques mois. C'est les infirmières. Les infirmières qui vont porter un peu les parents, qui vont parler. Alors, il y a une qui s'appelle Malika, et puis il y en a d'autres. Et à un moment donné, elle dit régulièrement, l'infirmière les encourager. Vous êtes formidables. Maman répond pas. Ne changez rien. Vous donnez tant d'amour à Clara. Elle le sent, elle le sait. Elle avait envie de croire cette femme, ça c'est Marie, de croire en l'idée que le meilleur n'était pas impossible, qu'avec l'amour, on pouvait tout espérer. D'abord, je vous remercie de parler de ça parce que c'est vrai que il y a cette partie comme ça du roman qui est à l'hôpital et sûrement les mots que je peux écrire sur le personnel ou les infirmières, ce sont des échos à ce que j'ai pu moi vivre en ayant passé des mois à l'hôpital. C'est vrai que ces personnes qui m'ont accompagné, qui ont été extraordinaires dans ma vie, hein, de douceur et de patience et d'empathie. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que quand on a une enfant comme ça dans le coma, dans le roman, c'est les personnes qu'on voit le plus sont les Ouais. infirmières, de nuit, de jour, qui deviennent votre famille. Et donc, je raconte un petit peu ça, un tout petit peu. Mais en plus, heu, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai un peu analysé, j'ai un peu recherché parce que je connaissais pas bien le coma. Mais régulièrement, voilà, on dit ou on conseille, en tout cas, aux proches de continuer à être là, à faire comme si de rien n'était d'une certaine manière, à parler, à raconter sa vie, à échanger avec, une personne inerte. Et en plus, comme quand c'est votre enfant, imaginez la difficulté de faire ça. De jouer à la comédie de la vie Oui. pour faire en sorte que la vie revienne, en fait. Et c'est vrai que cette infirmière donne ce conseil-là. Les parents se demandent s'ils agissent bien, forcément. Si on voudrait tous agir de la manière la plus juste, hein. Et elle conforte. Elle les Elle conforte, elle conforte. réconforte jusqu'à ce que Mmh. Clara, effectivement, aille mieux. Et ça, c'est l'autre partie du livre. Alors, Clara, c'est une lycéenne aussi qui aime Björk, puisqu'elle était au concert, hein, ce fameux concert où l'accident a lieu après. Et eh bien, ses amis vont eux aussi avoir les réactions un petit peu différentes parce que c'est une autre Clara. Ses parents vont peu à peu comprendre, et ça va leur faire peur, les dons que va avoir Clara, mais les lycéens vont aussi réagir différemment, ses amis. Mais ça, c'est intéressant, hein, aussi, je trouve, souvent, quand vous avez des voyants autour de vous, et puis Mm. visiblement, elle est assez forte. Oui. On comprend assez vite qu'elle comprend très bien les choses et d'une manière assez impressionnante.
Et d'ailleurs, elle-même, elle est complètement dépassée parce qu'elle vit dans un premier temps, elle en est bouleversée. Et elle va mettre du temps à comprendre comment elle peut gérer ce don et ce qu'elle peut en faire de positif. Et c'est vrai que elle va modifier la vie des gens autour d'elle d'une manière positive. Donc ça, c'est assez beau. Mais dans un premier temps, c'est vrai que vous attirez tous les angoissés de l'avenir qui Ouais, viennent vous qui voir, veulent qui voir veulent pour essayer même pour avoir les sujets du oui, les sujets du bac. bac. Non, mais c'est normal, Mais ça, on tente le si vous coup. avez, vous êtes un peu en fragilité, vous avez un voyant extraordinaire dans votre entourage, vous avez envie de prendre un café avec lui, hein. Mais Et oui. pas pour prendre de ses nouvelles, hein. Non, pour avoir effectivement des leurs. Mais à chaque fois, on se pose la question. Enfin, il pose la question aussi. Les voyants, on se dit pourquoi ils ne voient pas leur propre avenir, quoi. Voilà. Mais Ah, ça, c'est un classique, non? oui, c'est un classique, je crois. C'est quoi Ouais, ouais. l'expression? Les cordonniers Les sont cordonniers sont les plus mal mal chaussés. Bon, C'est voilà, je l'expression. pense qu'on peut le trouver un peu partout, ça. Ouais, Il y a ouais. des médecins hypocondriaques, Oui, oui, oui. il y a plein de situations improbables. C'est vrai que souvent, moi, j'ai vu des voyantes Mhm. pour enquêter, hein, préparer le pour livre, préparer le ouais. livre. Et puis, Et vous n'avez pas eu envie de leur et demander l'une pour de vous? ces voyantes Ouais. me racontait sa vie personnelle. Elle est vraiment tombée que sur des abrutis, des Mhm. pervers narcissiques. Je dis, mais comment elle peut... Comment Comment elle, elle elle me ne parle voit pas? d'intuition. Je vois ci, je vois ça. Et je lui dis, mais comment vous avez pu vous tromper? Parce que c'est ce que vous À me ce dites, point. hein. Je Mhm. dis pas ça méchamment. Et elle m'a dit, mais c'est vrai que en ce qui me concerne, je ne vois pas. J'adore cette phrase. C'est très chouette. Et vous n'avez pas été curieux de lui demander, de lui dire bon, le livre, est-ce qu'il va marcher? Est-ce que je vais faire des dizaines, Est-ce que comme je vais être d'habitude, invité milliers d'exemplaires? chez Sandrine? Voilà. Voilà. Mais ça, il n'y a pas besoin de voyance. Alors, non, le livre, non, non, en fait, je pose pas trop de questions sur l'avenir. Hmm. Non, non, parce qu'en fait, j'ai jamais été très animé par ça. Comme tout le monde, j'ai juste envie que mes enfants soient heureux, voilà. Oui, mais c'est déjà Voilà, l'essentiel. c'est déjà pas C'est mal. clair. Alors, il y a une photo dans le livre, David Funkinos, c'est pas la vôtre. Je ne sais pas si on dit ce qu'est cette photo d'ailleurs, mais Bien sûr, on peut dire ce qu'est cette photo. C'est une tout dire. sculpture qui est à Rome et dont Clara va avoir une sorte de vision. C'est quoi cette sculpture? Est-ce que vous la connaissiez avant? Quelle est l'histoire derrière l'histoire? Alors, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup, moi, sur l'art, dans mes livres, Charlotte, sur la beauté, et j'ai Ben jamais oui. mis d'illustration. C'est pas que j'étais pas capable de la décrire, Non, mais bien mais sûr. pour la première fois, j'ai mis une illustration parce que pour moi, elle était absolument essentielle pour comprendre le livre, pour comprendre les histoires d'amour. Et c'est une sculpture qui est à Rome, au cimetière non catholique. Et quand je l'ai découverte, grâce à quelqu'un qui m'est proche, j'en ai été absolument bouleversé, ému. À la fois, j'ai trouvé d'une beauté visuelle extraordinaire et en même temps, ce qu'elle raconte, l'histoire d'un sculpteur qui, à la mort de sa femme, pendant 8 mois, comme ça, a sculpté ce qui va devenir leur tombeau, dans une forme de déclaration et de postérité amoureuse. Et alors, C'est c'est gay marrant votre parce histoire. que. Oui, mais en même temps, moi, je trouve pas ça douloureux. Non, on n'a pas dit que Je trouve c'était ça beau, douloureux. mais c'est vrai que c'est l'ange du beau. chagrin. Oui. Alors, ce qui est très marrant, c'est que. Enfin, ce qui est marrant. Le livre est sorti il y a un mois à peu près, et Mhm. donc marche quand même plutôt bien. Ouais. Et donc, Et les gens qui y vont. et donc, il y a des gens qui étaient à Rome pendant les vacances. Je reçois des messages sur Instagram de gens qui étaient à Rome qui vont, pour le coup, au cimetière non catholique. Et on m'a envoyé une photo même du livre d'or où il parle de Clara. C'est Donc, ils doivent se extraordinaire. demander maintenant, parce Ah que bah, c'est personne ça, vous n'allait devriez visiter aller le voir. ce. Personne n'allait visiter ce J'en lieu suis et bien, maintenant, voilà, tout c'était le monde y quelque va. chose que je partageais, mais voilà, maintenant. Vous me parlez de vos précédents livres et de l'art qui est aussi très présent dans le livre. À un moment donné, vous écrivez « Écrire, c'est transposer une image mentale ». Et notre personnage qui anime l'atelier d'écrivain, qui était donc écrivain lui-même. Et tiens d'ailleurs, je mets une deuxième question, pardon, dans ma question. C'est une sous-catégorie. Est-ce qu'on est toujours un écrivain quand on n'a écrit qu'un seul livre et qu'on n'a rien écrit pendant 40 ans? Ah oui, c'est assez intéressant. Un crois que oui. Hmm. Bien sûr. Un écrivain un peu mystérieux, un peu maudit, un peu étrange, un peu. Bien sûr. Il y a plein de gens comme ça. Moi, j'ai un ami que j'adore, qui est même le parrain de ma fille, qui s'appelle Jackie Cuquier, et qui a réalisé un film qui s'appelle Chambre à part, qui a été un succès, nominé au César. Il n'a jamais fait de deuxième film. Non, mais Après, il a eu un livre qui portait son nom aussi. Oui, c'est vrai. Émilie Fraîche oui, avait écrit un livre sur. Mais après, il a travaillé ailleurs, dans Ouais. l'art et tout ça. Mais je crois qu'on peut comme ça. Et pourtant, c'est un cinéaste. Hmm. Mais c'est quand même un écrivain. Il y a 40, ça fait presque 40 ans maintenant ce film, mais pour moi, ça reste un réalisateur. Hmm. Donc je crois beaucoup en ça, oui. Après, on va pas raconter, mais c'est vrai que il va renouer avec l'écriture dans ce Oui. livre-là.
Mais on ne dira rien, vous le saurez en lisant le David Funkinos. On parlait de l'art, je vais revenir à ma première question avant la sous-question. Ah oui, pardon, j'étais sur la Non, mais ça y est, moi j'y suis. Non, mais alors, moi, j'ai pas votre esprit vif. Hein. J'avais pas fini la première question. Je suis un peu lent. Hein. Non, ça va. Il passa 1 heure à montrer des toiles qu'il jugeait essentielles, d'Oskar Kokoschka à Francis Bacon. Chaque élève devait choisir une œuvre, la mémoriser, puis écrire un texte inspiré d'elle. Notre héros, Alexis, lui, va prendre la tête d'homme dans les cheveux d'une femme d'Edouard Munch. Pourquoi c'est aussi important pour vous de parler d'art tout le temps et de parler du rapport entre l'art et l'écrivain? Je crois qu'il y a un autre moment où c'est lui qui doit leur dire ça aussi. C'est plus important de regarder des œuvres d'art, où voilà, c'est plus important de connaître Chagall que Kafka, Botticelli que Proust pour écrire. C'est vrai que cet écrivain qui anime des ateliers d'écriture a plein de théories un peu farfelues, il est un peu étrange et il attire aussi les personnes qui aiment être avec lui. Sans avoir l'ambition de devenir romancier, mais c'est assez plaisant. Et il a cette théorie, effectivement, d'estimer que pour s'approcher de la littérature, il faut davantage travailler son œil, c'est-à-dire davantage connaître la peinture et l'histoire de la peinture, plus que la littérature. Il dit qu'il est préférable de connaître Chagall plutôt que Kafka. Et je pense que c'est... On peut connaître les deux. Ce n'est pas le même bonheur. On est totalement d'accord. Mais je trouve que c'est intéressant d'étudier la peinture pour s'approcher de la littérature. Parce que finalement, la littérature, ce sont des images. Ouais. Et donc, c'est sa théorie à lui. Hein. Après, moi, c'est quoi votre théorie à vous? Moi, j'ai aucune théorie. Moi, je pense pas de théorie. Il faut se mettre devant son ordinateur et voir ce qui se passe. Quoi. et voir ce qui se passe. Et en ça tout se cas, passe. La peinture, c'est vrai que c'est très important dans mes livres. Et beaucoup de mes livres parlent de peinture. J'ai beaucoup de livres qui parlent aussi des références artistiques que j'aime. J'aime bien, citer... Oui, et encore numéro 2. Et encore, vous n'étiez pas le fan d'Harry Potter qu'on Non, croit. c'est vrai, c'est vrai. C'était sur l'histoire, sur le numéro 2, sur le casting de Harry Potter, le numéro 2. Et d'ailleurs, c'est en ce moment au théâtre, au Tristan Bernard, et ça marche... Mais comment j'ai loupé l'info? Ça marche vraiment... Très bien. Incroyable, et beaucoup de jeunes y vont. Ouais. Plein d'ados. J'étais dans la salle, moi, avec grand plaisir. Ouais. Et c'est vraiment, ça cartonne. Au théâtre Tristan Bernard. Il vaut mieux qu'ils aient lu le livre avant ou on leur fait lire le livre après la pièce, peu importe. Bon, alors allez voir la pièce et après. Oui ou pas. D'accord. Et est-ce que tous vos livres, quasiment, du coup, étaient adaptés, David Funkinos, au théâtre ou au cinéma? Non. Alors j'ai beaucoup de livres comme ça. J'ai beaucoup de propositions sur beaucoup de livres, mais je refuse aussi beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que. J'aime bien les livres qui restent des livres, moi. C'est-à-dire que. J'ai refusé, par exemple, mon livre le plus lu actuellement, notamment par la jeune génération, c'est Vers la beauté, qui est un livre assez douloureux sur une agression sexuelle. Et c'est vrai que c'est un livre dont j'ai refusé toutes les adaptations. La vie heureuse, on s'était vu pour La vie heureuse, mon livre précédent aussi, j'ai refusé les adaptations. À moins quelque chose d'intéressant et très fort, j'aime bien que... Pour moi, c'est pas une fin en soi. Et puis, j'ai été très heureux. Bon, là, il se trouve que j'avais fait le film avec mon frère de l'adaptation de La délicatesse. Oui. Mais très heureux, ça a été magique de travailler avec Audrey Tautou, qui a interprété Nathalie. Mais c'est vrai que quand on lisait le livre après, alors que je la décris pas physiquement, les gens avaient Audrey Tautou en tête. Mais bien sûr. Donc quand on a une adaptation, c'est aussi imposer d'une certaine manière un visuel sur un livre. Alors mais j'en étais très heureux. Il y a aussi les souvenirs avec Annie Cordy, il y a eu Le mystère en réplique avec Lucchini. C'est vraiment génial. Donc, je vais plutôt si c'est très intéressant ou si ça me plaît vraiment artistiquement. Le théâtre, c'est pas pareil parce que le théâtre, ça marque moins. Oui, je suis d'accord. Voilà. Les adaptations de théâtre, je les accepte plus facilement. Mais c'est vrai que là, vos personnages, quand on y réfléchit, il n'y a pas de description vraiment physique. On n'est même pas sûr qu'il a 50 ans, parce qu'il a probablement 50 ans. En plus, c'est vrai. Ouais, c'est formidable. Et on va terminer l'émission par la première phrase avec laquelle on avait démarré. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, parce que le probablement homme de 50 ans, parce qu'on approche de la fin de l'émission. Ah oui, voilà. Ok, super. C'était tellement un plaisir de parler avec vous. Et moi, donc, le prochain livre, j'essaie d'obtenir un peu les infos. Donc là, vous m'avez dit que vous avez commencé à l'écrire. Ah oui, mais je suis en train de le jeter un peu, donc je vais pas vous en parler. Mais non, vous n'allez pas le jeter. Bon, vous avez le thème.
Oui, mais n'en parlons pas. Bon, bah alors on n'en parle pas, on continue à parler de celui-là. En fait, c'est aussi par superstition. Puis Non, mais j'aime je comprends bien. que ça soit dans Et puis ma comme tête. vous avez la voyante, vous a rien dit là-dessus, vous lui avez rien demandé, donc on attend. Mais je reviendrai vous voir, c'est promis. Bah, évidemment, quand il sortira. Bon, en attendant, on a celui-là. Tout le monde aime Clara, qui vient de paraître chez Gallimard. Vous faites le tour des librairies, on fait des signatures. Comment ça se passe si on veut se le faire dédicacer en vrai? Alors depuis peu, en plus j'ai Instagram depuis pas beaucoup de temps, donc je les annonce un peu sur Instagram. Mais alors suivez le compte Instagram. Voilà. Comment vous gérez les réseaux sociaux? C'est sympa, c'est pas sympa pour l'écrivain? J'avais toujours été assez loin de ça, mais j'aime bien en fait. Je trouve ça assez plaisant. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Mais je reçois beaucoup de messages, donc j'essaie de répondre. Donc voilà. C'est bien lui qui répond aux messages sur Instagram. Oui, je serai par exemple au Salon du Livre de Paris. Bah, c'est déjà pas mal. Qui sera le 11 et 12 avril, je crois. Oui, j'ai pas tout le truc, mais je vous crois tout à fait. Tout le monde aime Clara, avec une très jolie couverture. Vous n'avez pas fait les goodies du livre avec le vrai t-shirt et tout? Personne vous l'a fait? Non, mais c'est vrai que quelqu'un l'a fait, le t-shirt Tout le monde aime Clara, qui est évoqué dans le livre. Ouais. C'est une bonne idée, oui. Ouais, et avec peut-être aussi derrière la Clara et les Chic-Tis, puisque c'est de là dont était un grand film. Il y a des films comme ça qu'on est certains dans la génération à avoir aimé, et puis vous dites, bon, tout le monde n'a pas les mêmes références, et voilà. Je pense qu'il n'est pas si connu. Hein. Pour notre génération, peut-être. Oui, parce qu'il fallait aimer Thierry Lhermitte. Moi, c'était pour Thierry Lhermitte, chacun. Merci. Moi, pour Adjani. Écoutez, vous voyez, on a des bases. Voilà. Tous les deux. Merci beaucoup, David Funkinos. Tout le monde aime Clara. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard.